Yaorana, Yaorana et Maeva, dans le cadre de mon programme, un grand nom, de mon intention de partager des connaissances à la fois sur les médiums et sur les médiums. Donc Mana Medium, je vous propose de découvrir le travail de Harold Lasswell. Alors Harold Lasswell est un chercheur américain qui a travaillé entre les années 40-60, notamment sur l'émergence des médias de masse, dans un contexte où il a vécu la Première Guerre et la Deuxième Guerre, et surtout l'entre-deux-guerres, l'émergence des techniques de propagande, des discours de propagande, des livres de propagande, l'émergence aussi des premiers médias de masse avec la radio, le cinéma, un peu la télévision et la presse. Donc il est dans l'observation d'une accélération des techniques de propagande et des premières réflexions en fait sur qu'est-ce que c'est les sciences de l'information et communication. Il a fait par exemple partie du groupe qui s'est réuni à New York en 1939 grâce à la fondation Rockefeller sur finalement qu'est-ce que serait le champ d'étude des sciences de l'information et communication, et effectivement le regard sur la propagande, mais pas que. Harold Lasswell est connu pour deux héritages principalement en sciences de l'information et communication, donc j'ai tendance à dire SIC. Le premier, c'est la seringue hypodermique, qui est une vision, on va dire, assez passive du récepteur, très propagandiste de l'information et de la communication, c'est-à-dire que vous recevez une seringue qui vous injecte un produit, et ce produit, c'est l'information. Et donc, il va se diffuser dans votre corps au point de vous brainstreamer. Voilà. Bon, c'est intéressant. Je trouve que c'est encore hyper actuel. L'autre élément qui est une base en information-communication, surtout dans le métier de tout communicant, et peu importe le métier qu'il exerce dans les différents métiers de la SIC, des SIC, c'est l'enjeu des 5 Who's. Et c'est les 5 questions de base qu'on se pose toujours quand on doit créer n'importe quel projet, n'importe quelle stratégie de com. C'est où, quand, comment, quoi, pourquoi. Bon, ça, c'est une manière simple de résumer son approche. Lui, il dit qui parle, donc qui dit quoi, à qui, comment et avec quel effet. Donc c'est un peu plus subtil. Et surtout que plus que le 5 Who's, on est qui, quoi, où, quand, comment, il nous dit qui parle, donc qui est l'émetteur. Et ça, c'est, on va dire, le point central de mon propos aujourd'hui, sur si on utilise la théorie donc, de Lasswell pour expliquer une capacité de médium spiritain, quelqu'un qui a des capacités hyper perceptives. Pour moi, le médium spirit, c'est quelqu'un qui est perceptible, qui est sensible, qui a ouvert en fait sa sensibilité et qui accepte de capter des choses intangibles, mystérieuses et de les intégrer dans son mode de fonctionnement pour pas forcément les rationaliser, juste les vivre. Donc on voit que ma définition de médium est assez large. Quelqu'un qui est connecté à son sacré, quelqu'un qui est connecté à sa conscience, à une ouverture de cœur, ça peut être aussi une manière de le dire. Donc qui parle dans le spectre du médium, du corps, et le rapport, donc le médium, mana médium, c'est vraiment de dire comment le média peut me permettre de réfléchir moi en tant que médium sur la prolongation du corps, mon corps hyper médiatique, mon corps hyper récepteur, hyper émetteur. Donc, qui parle? Chez Harold Lasswell, il nous parle du diffuseur, il nous parle aussi du mot communicateur. Alors, communicateur, c'est un mot qui est très utilisé en communication, qui est notamment le propre d'ouvrage. C'est celui qui est donc terminator, capable de communiquer. Et il distingue bien sûr ce qui fait la communication de soi, le self, ou la communication de l'autre, autour notamment du symbole. Il nous parle véritablement de l'importance du symbole comme un élément d'identification dans tout processus de communication. Et à partir de ce symbole, on va pouvoir effectivement se poser la question de qu'est-ce qui influence l'interprétation de ce symbole. Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est l'autre? Et dans le moi, cette influence va effectivement avoir différentes sources d'influence, d'identification, d'impact. Ça va être bien sûr la culture, donc mon origine, la structure sociale, la société où j'ai grandi, ma personnalité, mes traits en fait de personnalité, donc ma nature profonde, et dans quel état je suis au moment où je fais cette communication, où je reçois cette communication. Donc l'environnement direct, et il distingue essentiellement deux grands, on va dire, environnements, c'est est-ce que c'est un état de crise ou est-ce que c'est un état de détente.
Donc c'est intéressant de se dire que pour lui, quand on parle, donc le qui parle, c'est ce diffuseur qui se positionne soit comme un lui, un soi, soit comme un lui mais avec l'autre, donc dans un rapport à l'autre. Et qu'est-ce qu'il utilise comme mode de communication, donc de symbole, de système de signifiance, de système de signification, et d'où il vient pour envoyer ces messages. Je trouve que c'est important de se dire que c'est une figuration du diffuseur. C'est une manière de symboliser le diffuseur, le communicateur. Le communicateur va venir avec son bagage, son identité, ses symboles et une intention de communication qui va différer en fonction de est-ce qu'il est soi ou autre, est-ce qu'il est en crise, est-ce qu'il est en détente. Un médium, comment il communique ? Un médium, quand il communique et qu'il annonce qu'il reçoit par exemple des messages d'une source inconnue ou connue, donc d'une source extérieure à lui, qui est supérieure à lui, bon, soyons clairs, est-ce qu'il parle de Dieu, est-ce qu'il parle d'un guide, est-ce qu'il reçoit des messages, est-ce qu'il parle d'un défunt, est-ce qu'il reçoit une information qu'il ne contrôle pas, ça c'est important, mais qui vient, qui descend et qu'il va transmettre. Comment est figuré un médium ? Et j'ai pensé à tous les médiums que j'ai pu voir, notamment dans la sphère YouTube, quand ils se mettent à capter des messages. Alors ça peut être aussi les tarologues, par exemple, parce que beaucoup de tarologues sont médiums. Ils le disent tous, qu'ils soient face caméra ou cachés. En général, les mots descendent et ils réalisent ce qu'ils ont dit après avoir entendu leurs propres paroles. Souvent, dans la figuration commune, on sait qu'ils peuvent fermer les yeux, ils peuvent lever les yeux. Alors, la figuration que je trouve assez théâtrale, mais qui peut arriver, ils peuvent avoir des yeux orbités, mais personnellement, je mettrais une énorme prudence sur cette représentation-là. Quand ils parlent, le flot de la parole sort, et ça se voit, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui sort, qui est direct, simple, qu'il dépasse. Je vous inviterai à regarder une petite capsule de YouTube d'une interview de Keanu Reeves et de Drew Barrymore. Drew Barrymore pose une question sur l'amour, Keanu Reeves fait une réponse et il se lève en réalisant ce qu'il a dit. Pour moi, il a été inspiré et vu la personnalité de Keanu Reeves, je suis assez persuadée que c'est effectivement quelque chose qui lui a été transmis. Donc il y a un flow. Souvent, l'intonation change, c'est-à-dire que la voix change. Ça, c'est aussi très intéressant. Dans la représentation d'un réalisateur que j'adore, qui est Frank Capra, et la représentation donc de Jefferson Smith quand il parle au Sénat pour défendre en fait son beefsteak, c'est comment sa voix évolue, et quand elle est mature, on sent qu'il prend la parole et que ça le dépasse, au point de perdre la voix pour la fin du film sans faire de spoiler. Souvent, on peut aussi avoir cette intonation qui va prendre une autre voix. C'est-à-dire qu'on va prendre l'intonation, par exemple, d'un défunt. Alors je dis on, nous, parce que bien sûr, je suis médium, j'ai beau le scientifiser, mais tout ce que je dis, je le figure, je l'observe, et je peux dire que je le vis. Pas pour les yeux orbités, pour le coup, c'est pour ça qu'il met une prudence. La respiration peut effectivement devenir lourde, notamment s'il y a quelque chose de difficile à faire circuler. Donc en général, en tant que médium, il va y avoir des expressions, et ça va faire rire, qui vont être de l'ordre du rot, de la toux, des larmes, des tremblements aussi, pour justement faire circuler ce qui peut être lourd. Et ça peut aller arriver notamment dans une discussion parce qu'il y a une intervention d'une mémoire traumatique, d'un défunt, etc. Je me suis posé du coup la question de comment était représenté le médium au cinéma. Alors, comme toujours, je dis on parle bien de ce qu'on connaît. Par contre, je peux vous renvoyer aux travaux de Mireille Bertin et le centre de recherche en Suisse qui a publié plusieurs articles effectivement sur la représentation des médiums au cinéma, du médium spirit, et notamment le rapport au paranormal. Aujourd'hui, on trouve, ce qui est quand même assez fou, des listes un peu partout sur où est-ce qu'il y a des portraits de médiums dans les films, des portraits de médiums au sens alors à la fois spirit, c'est-à-dire les personnes qui se connectent aux défunts, au paranormal, mais on différencie justement
avec l'aspect super normal, super paranormal. C'est-à-dire que là, c'est le paranormal du médium, c'est-à-dire son monde à lui, et super paranormal, c'est-à-dire les phénomènes un petit peu aggravés et un peu romancés, comme la manifestation des fantômes, les sorciers qui se baladent. Enfin, voilà, ce serait Harry Potter, d'une certaine manière, qui est classé, lui, dans le fantastique. Il y a des éléments dans Harry Potter qui font partie de la magie, qui pourraient faire partie de l'ordre du médium, mais qui sont globalement de l'ordre du fantastique ou du super paranormal. Ce dont je vais parler, pour moi, ce sont plutôt des représentations qui nous parlent vraiment des capacités du médium. Alors, pour moi, le plus connu, ce qui me parle le plus, c'est Whoopi Goldberg dans Ghost, parce qu'en fait, tout ce qu'elle vit me paraît hyper cohérent avec la réalité de ce que peut comprendre un médium. Et elle est clairaudiente, c'est-à-dire qu'elle l'entend, elle ne voit pas. L'autre série qui m'a marquée, parce que j'étais ado, et c'était Charme, et notamment Alyssa Milano, le personnage qui reçoit des images. Alors elle, c'est pour l'aspect prédictif. Ça, c'est à discuter. Qu'est-ce que ça veut dire, l'aspect prédictif? Mais en tout cas, c'est recevoir des flashs d'informations sous forme d'images pour alerter, enseigner, transmettre quelque chose. Bien sûr, le film que je trouve hyper intéressant sur ça, c'est Le Sixième Sens. Ce petit garçon qui voit des défunts et qui est capable de leur parler. Il y a d'autres films dont on m'a parlé que je n'ai pas vu, mais L'Exorciste, Shining, la série avec Patricia Arquette. On m'a parlé aussi du Détenu dans La Ligne Verte avec Tom Hanks. Je n'ai pas vu ce film, mais c'est effectivement la capacité à être médium, la capacité à recevoir des informations, de ce que j'en ai compris. Et on a aussi toutes les représentations des médiums dans la mythologie ou dans l'histoire, que ce soit la Pythie, Cassandre, l'ensemble des personnages qui vont participer à avoir cette capacité à capter des choses de l'invisible. Pour moi, on peut aller, si on est sur les sciences de l'information-communication, sur tous les spin doctors, quels qu'ils soient. Même les spin doctors actuels, modernes, c'est-à-dire ceux qui sont capables d'écrire des discours, que ce soit pour Obama, Tony Blair, ou je ne sais pas, Trump ou Harris, s'ils ont des conseillers, j'en suis certain, pour les aider à écrire leur discours. Pour moi, ce sont des personnes qui vont être dans l'art des mots et avoir une capacité à être inspirées. Après, est-ce que c'est une pratique et une art parce qu'ils l'ont acquis et de plus en plus les sciences politiques et les sciences du langage le permettent, ou est-ce qu'il y a une part d'inspiration? Et dans la part d'inspiration, je pense que celui qui va être le plus dans la figuration de ses capacités mystiques, ça va être le spin doctor Rasputin. Et je trouve que ce personnage est hyper intéressant sur qu'est-ce que c'est la part du mysticisme, la part de la religion, la part de l'art politique, l'art du prince, du Machiavel, l'art de la manipulation, parce qu'on connaît des techniques militaires, des techniques de stratégie ou des techniques langagières pour séduire. Donc la question, c'est quelle est la part d'inspiration, quelle est la part effectivement de transmission qui dépasse la personne et la part de maîtrise de certaines techniques. Donc on pose la question bien sûr de l'honnêteté du médium, de sa capacité à être éthique et à libérer effectivement un message qui le dépasse. Et je trouve que quand on lit l'article que je vous mettrai en lien de Lasswell, il décortique en fait finalement les techniques de manipulation, tout ce qui permet de faire de l'analyse de contenu dans le langage politique qui amène à la propagande. Et il nous parle à la fois du style, de la teneur, du contenu, des valeurs, de l'efficacité de la propagande, de l'efficacité des mots. Il nous parle aussi, bien sûr, autour du symbole, et ça va revenir sur la notion de qu'est-ce que c'est le mana. Il nous parle de significations qui sont toujours pourtant une signification, un symbole, un mot peut avoir des significations très différentes pour des multigroupes, et pour autant, chacun va s'identifier. Donc c'est hyper intéressant de se dire, et ça c'est typiquement ce qui a été beaucoup reproché, discuté dans l'historique en fait des débats, à la fois des anthropologues, des sociologues, des historiens sur la signification du mot mana, des linguistes et des communicants, puisqu'il y a quand même certains de nos auteurs qui se sont intéressés à cette notion. Et c'est de dire, oui, c'est un mot qui veut tout dire parce qu'il peut tout dire, donc tout le monde peut s'y identifier. Et ce serait d'ailleurs comme peut-être le mot médium. Alors lui, pour le coup, dans les sciences de l'information, on a quand même beaucoup plus d'héritage et de points de repère pour le discuter. Mais derrière cette question se pose effectivement la question de
Le médium transmet un message, il a une capacité à recevoir un message de quelque chose, quelqu'un qui le dépasse, et il va le transmettre et va être lui-même dépassé par ce qu'il transmet. Donc une manière du coup de répondre à la deuxième question de Lasswell, c'est qu'est-ce qu'on dit? Et ce qui est dit, est-ce que ça le permet effectivement d'identifier la posture du médium? Et c'est sûr que ce qui est dit, pour moi, à mon sens, si on est dans une posture de médium, donc de transmetteur, c'est pur, c'est vibrant, c'est simple, il n'y a pas de bruit. Justement, dans le schéma alors plutôt de Shannon et Weber, toute transmission d'un message médiatique peut connaître le bruit, promettre des problèmes en fait de transmission, des problèmes d'ondes, des problèmes de mégabits, enfin peu importe, des problèmes techniques en fait. Là, il n'y a pas de bruit, c'est pur, c'est simple, c'est inaltérable, et en fait, ça résonne chez l'autre. Ça résonne pas parce que il s'identifie à un symbole qui a une signification, ça résonne parce qu'il s'y reconnaît dans un mouvement d'émotion, dans un mouvement de rattachement à cette vibration. Et c'est en ça que le moyen de communication du médium spirit, médium, mana médium, elle est à la fois bien sûr verbale, mais elle est bien sûr non verbale, mais elle est surtout invisible, intangible, énergétique, télépathique, je ne sais pas, quantique. La grosse question que je me suis posée, c'est est-ce que cette communication peut être de masse? Parce que si le médium porte un message aussi fort, aussi vibrant, peut-il faire vibrer toute l'humanité? Et c'est sûr que moi, par rapport à ma pratique, j'ai beaucoup de mal avec l'idée de donner des messages à la masse, car je connais les techniques de manipulation. Et quand je lis un article comme Harold Lasswell sur les enjeux de l'analyse de contenu dans le langage politique et dans un rapport à la propagande, je me dis c'est fou, les techniques sont toujours les mêmes. Voilà, on n'a pas inventé la poudre, on n'a pas inventé le beurre non plus, on a peut-être inventé la crémaillère, ouais, c'est ça. Mais par contre, donc du coup, il y a vraiment un enjeu très très fort de quelle est l'intention derrière, et quelle est la vibration derrière. Et puis-je avoir une vibration qui va toucher un monde entier? Moi, ça me réfère au livre de Conversation avec Dieu, qui a été écrit, à mon sens, dans un dialogue très personnel, interpersonnel de Niall Watch, qui voulait s'éclairer sur lui-même, et tout d'un coup, quand il le révèle au monde, a une portée universelle. Ça me fait aussi penser aux travaux et aux ouvrages de Marianne Williamson. Mais le point de départ, c'est un dialogue interpersonnel, un dialogue d'émotions de un à un, de âme à âme, et de mon divin, mon autre divin. Donc c'est intéressant, et ça pose d'autant plus la question parce que bien sûr, le médium, quand il va transmettre son message, va souvent transmettre un message qui va se rattacher, parce qu'il est message, parce qu'il est mot, à une histoire, voire à un mythe, voire à un storytelling, à un contenu qui va faire effet et sens et essence en moi quand je vais l'écouter. Donc derrière, bien sûr, c'est l'enjeu de la manipulation par le médium, et c'est bien pour ça, je pense, que le médium spirit interroge, parce que quelle est sa capacité dans un message aussi vibrant, aussi essentiel, à manipuler ou pas manipuler? Pourquoi lui est-il capable? Alors ça, c'est l'enjeu jalousie, mais bon, il faut l'aborder. Pourquoi lui était capable de le dire? Pourquoi lui, quoi? L'élu. Il n'y a pas d'élu. Il n'y a que des lueurs, c'est ça. Donc quel est son code éthique? Pour le coup, ayant été formée par l'approche notamment polynésienne, et là en l'occurrence très hawaïenne, du Pono, l'éthique est non négociable. La morale est non négociable. Et d'ailleurs, il n'y a aucun privilège à transmettre un message, il n'est là que pour être transmis, et je fais partie d'ailleurs de ces récepteurs. J'ai beau être l'émetteur de ce message, j'en suis également le récepteur. Je suis l'émetteur parce que je suis le médium, l'outil qui transmet un message d'ailleurs, et je vais le recevoir au même titre que les autres. Donc ça va permettre d'embrayer sur une autre théorie de communication, et l'intérêt par exemple, du schéma de Shannon et Weber pour comprendre les capacités du corps hypermédiatique du médium. En tout cas, ce qui est intéressant dans l'approche et la théorie de Lasswell, si on relit ses ouvrages, ses articles, ou si on schématise son protocole de communication,
tel qu'on le voit dans de nombreux outils, que ce soit les blogs ou les tutos en ligne sur LinkedIn ou sur les plateformes universitaires pour initier en fait les étudiants en information et communication à ce modèle et à cette pensée. Je trouve que ce qui est hyper intéressant dans cette théorie, c'est la notion effectivement du qui. Et qui est ce médium qui parle finalement en lui, et effectivement comprendre que le médium, il transmet un message qui le dépasse, il n'est donc pas le qui, il est le comment. L'être, le corps hypermédiatique, ce médium spirit, est le comment, c'est-à-dire qu'il est le transmetteur humain qui va formuler des mots, va formuler des énergies, des vibrations pour à qui, mais il n'a même pas conscience de qui est ce qui, c'est-à-dire qui est ce récepteur, parce qu'en fait c'est la source, l'émetteur, le truc intangible qui lui donne le message, qui parle, donc c'est lui l'émetteur, et qui sait à qui est destiné le message. Donc dans ce cas-là, Harald Lafourcade nous permet d'éclairer une capacité, enfin des capacités du médium, du corps hypermédiatique, du mana médium. Le mana médium est un être sacré qui ne va être qu'un transmetteur, mais il est un transmetteur intéressant pour ce message-là, parce qu'il a son histoire d'humain, son corps, etc., son origine, son verbiage, son parcours, son voyage. Et il ne va être que cet instrument du comment, avec un effet, faire vibrer l'autre, mais parce qu'en fait, il n'est pas maître en fait du Five O's. Il n'est pas, voilà. Et je vais me permettre du coup de dire, mais là c'est une position militante, de dire il n'est pas non plus le liquide à l'intérieur de la seringue. D'ailleurs, il n'y a pas de seringue hypodermique à mon sens quand on est dans la transmission du système intangible, mystérieux qui nous entoure pour nous enseigner, nous, êtres humains sur Terre, quelque chose, pour nous aider. Je pense que s'il y a seringue hypodermique, ce serait une seringue qui nous donne de l'eau, ou qui nous donne de la crème, ou qui nous donne de l'amour. Et on en revient sur la notion de l'intention et la reconnaissance, finalement, de l'exercice de cette source ou de cette loi de communication. C'est ce message pur, dans le cœur, dans la vibration et dans la réunion. Voilà. Et quand je vous dis ça, le chat se réveille, donc c'est bon, tout est dit. Sur ce, je vous souhaite une bonne réflexion et un bon cheminement avec notre ami Harald Lafourcade des Five O's, et on se retrouve bientôt autour du schéma de Shannon et Weaver. Nana!